Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Économiste de profession ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains, RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause du concept d'ivoirité. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu président de la République avec 54% des suffrages exprimés selon la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses fonctions de chef d'État après l'arrestation par ses partisans du président sortant, Laurent Gbagbo, qui estimait avoir remporté le scrutin et refusait de quitter le pouvoir. Après cette grave crise politique, il conduit une politique libérale et interventionniste relançant la croissance économique. Son administration investit notamment dans la réhabilitation d'infrastructures et encourage les investissements dans le pays. Alassane Ouattara est cependant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice, accusé de perpétrer des exactions contre des proches de son prédécesseur et de se livrer à une justice des vainqueurs. La corruption reste par ailleurs importante. Après avoir été réélu au premier tour de l'élection présidentielle de 2015 avec 84% des voix, il annonce ne pas vouloir briguer un troisième mandat. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est ainsi désigné candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2020 mais meurt peu de temps avant celle-ci. Alassane Ouattara revient alors sur sa décision de quitter le pouvoir et l'emporte largement à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition, réunissant 95% des suffrages au premier tour. Après les élections législatives de l'année suivante, auxquelles l'opposition accepte de participer, il conserve sa majorité à l'Assemblée nationale. Il est le fils de Dramane Ouattara, enseignant et commerçant prospère, et de Hadjana Bintou Ouattara, née Cissé. Il descend de l'empereur Sékou Oumar Ouattara, 1665 à 1745, premier roi de la dynastie des Ouattara de l'Empire Kong, à cheval sur les actuels Mali, Ghana, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est musulman d'ethnie mandingue. Il est père de 2 enfants, issus d'un premier mariage avec l'américaine Barbara Jean Davis, David Dramane Ouattara et Fanta Catherine Ouattara. En 1985, il rencontre Dominique Nouvian, femme d'affaires qui gère notamment les propriétés immobilières du président Félix Houphouët-Boigny et de son homologue gabonais, Omar Bongo, au sein du groupe AICI. Il l'épouse le 24 août 1991, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré d'amis de longue date tels que Jean-Christophe Mitterrand et Martin Bouygues. De confession chrétienne, Dominique Nouvian a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Alassane Ouattara a un frère cadet, Téné Birahima Ouattara. Membre influent du RDR, celui-ci est élu maire de Kong en 2013, puis président du conseil régional du Tchologo en 2018. Il est ministre des Affaires présidentielles et s'occupe en particulier des services de renseignement et de la sécurité. En mars 2021, Alassane Ouattara le nomme ministre de la Défense par intérim en remplacement d'Ahmed Bakayoko. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Entré en tant qu'économiste au Fonds monétaire international, FMI, l'année suivante, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Un an plus tard, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, dont il est vice-gouverneur de 1983 à 1984. Il retourne ensuite au FMI pour y occuper les fonctions de directeur du département Afrique à partir de novembre 1984, après quoi il devient, en octobre 1988, gouverneur de la BCEAO. À partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique,
il tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours des matières premières et par le poids de la dette extérieure. Le 7 novembre 1990, il est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a été créé à la suite d'une modification de la Constitution. Quelques jours plus tard, se tiennent les premières élections législatives multipartites, qui sont remportées par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ancien parti unique dont est membre Alassane Ouattara. À la tête du gouvernement ivoirien, il mène une politique de rigueur budgétaire qui est durement ressentie par la population. Mais le programme de stabilisation et de relance économique mis en œuvre, réduction des dépenses, élargissement de la base taxable, privatisation, finit par assainir les finances publiques et redonner confiance aux bailleurs de fonds. En outre, il crée la carte de séjour pour les travailleurs étrangers. Pendant cette période, le chef de l'opposition, Laurent Gbagbo, est condamné à 2 ans de prison le 6 mars 1992, puis libéré le 31 juillet suivant. Félix Houphouët-Boigny étant gravement malade, les convoitises entre ses différents successeurs potentiels se multiplient. Les ambitions d'Alassane Ouattara, qui assure l'essentiel du pouvoir du fait des hospitalisations à l'étranger du président, sont contrecarrées par la modification constitutionnelle de 1990, qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale, qui est alors Henri Konan Bédié, assure l'intérim en cas de mort du chef de l'État. Le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara prononce à la radio-télévision ivoirienne une allocution dans laquelle il annonce la mort de Félix Houphouët-Boigny, déclarant que la Côte d'Ivoire est orpheline. Il donne sa démission 2 jours plus tard, et le président de la République par intérim, Henri Konan Bédié, nomme alors Daniel Kablan-Duncan à la tête du gouvernement. Après avoir quitté sa fonction de Premier ministre, Alassane Ouattara entame une traversée du désert en Côte d'Ivoire. En juillet 1994, il devient directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Premier Africain à occuper une fonction de cette importance au sein de l'institution internationale, il a sous sa responsabilité plus de 80 pays et remplace le directeur général, Michel Camdessus, lorsqu'il est absent. En décembre 1994, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vote une modification du code électoral qui prévoit que nul ne peut être élu président de la République s'il n'est ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance, s'il n'a pas résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années qui précèdent le scrutin ou encore s'il a la nationalité d'un autre État. Le développement de ce concept d'ivoirité vise ainsi à empêcher la candidature d'Alassane Ouattara, dont les opposants affirment que le père est d'origine burkinabé et qui est par ailleurs domicilié à Washington en tant que directeur général adjoint du FMI. Des haines ethniques et des violences politiques éclatent alors en Côte d'Ivoire. Le président Bédié refusant de faire modifier le code électoral, Alassane Ouattara renonce à se présenter et le Front républicain, alliance entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des républicains de Côte d'Ivoire, qui soutient Alassane Ouattara, décide de boycotter l'élection. Finalement, Henri Konan Bédié remporte largement l'élection présidentielle de 1995. Alassane Ouattara quitte ses fonctions de directeur général adjoint du FMI le 31 juillet 1999 pour effectuer son retour sur la scène politique ivoirienne. Le lendemain, il est désigné président du Rassemblement des Républicains, parti centriste et libéral fondé par le député Jenny Kobina 5 ans auparavant. Il annonce alors son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2000, et estime bénéficier d'une parfaite éligibilité en remplissant les conditions requises en matière de nationalité, de filiation et de résidence. Mais le pouvoir en place lance contre lui un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs, ce qui le pousse à s'exiler en France entre septembre et décembre 1999. À Noël 1999, une mutinerie éclate à Abidjan. Le général Robert Guéhi prend la tête du mouvement, qui se transforme en coup d'État contre Henri Konan Bédié. Le 29 décembre 1999, alors que les prisonniers politiques sont libérés, Alassane Ouattara rentre de son exil. Une commission est formée par les militaires, avec des représentants de tous les partis, pour rédiger une nouvelle constitution.
mais les propositions de cette commission en matière de conditions de nationalité pour se présenter à la présidence de la République ne constituent pas un assouplissement par rapport à celle de la Première République. Seuls peuvent se présenter les Ivoiriens nés de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alassane Ouattara voit alors, tout comme 13 autres personnalités politiques, sa candidature à l'élection présidentielle écartée par la Cour suprême, qui estime qu'il est de nationalité douteuse au vu de la nouvelle constitution, adoptée par référendum en juillet 2000. Cette situation provoque des troubles qui font plusieurs victimes dans le pays, à l'instar du charnier de Yopougon, dans lequel sont entassés 57 cadavres de partisans supposés de Ouattara. Cette découverte intervient peu après une élection contestée qui a porté Laurent Gbagbo à la tête du pays. Quelques semaines plus tard, la candidature d'Alassane Ouattara, qui souhaite se présenter aux élections législatives à Kong, est encore rejetée par la Cour suprême, alors qu'elle avait été jugée recevable par la Commission électorale indépendante, CEI. Le RDR organise une manifestation, qui est réprimée, puis boycotte ces élections. À la fin de l'année 2000, Alassane Ouattara se réfugie à nouveau en France. Lors des élections municipales de 2001, le RDR remporte 64 communes contre 59 pour le PDCI et 33 au FPI du président Gbagbo. Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 pour participer au Forum pour la réconciliation nationale, organisé par Laurent Gbagbo sous la pression de la communauté internationale. Mais les résolutions prises au Forum, tout comme les recommandations issues de la rencontre organisée le 22 janvier 2002 à Yamoussoukro entre les dirigeants des 4 principaux partis politiques de Côte d'Ivoire, ne seront jamais appliquées. Le 19 septembre 2002, a lieu une tentative de coup d'État militaire des rebelles du Nord, de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Ce putsch est utilisé comme prétexte par le pouvoir pour se débarrasser d'opposants, tels que l'ancien chef d'État Robert Guéhi. Le 20 septembre, Alassane Ouattara manque de peu d'être assassiné, alors que sa propriété, située sur les bords de la lagune ébriée à Cocody, est incendiée et pillée par des partisans de Laurent Gbagbo. Il escalade avec son épouse le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade d'Allemagne et s'y réfugie. S'estimant menacé à Abidjan, il prend 2 mois plus tard le chemin de l'exil vers le Gabon puis vers la France. Alassane Ouattara signe les accords de paix de Lina Marcoussi, janvier 2003, d'Accra 2, mars 2003, puis 3, juillet 2004, afin de mettre un terme à la crise politico-militaire. En avril 2005, une médiation menée par le président sud-africain, Thabo Mbeki, pousse Laurent Gbagbo à accepter la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle prévue en octobre suivant. L'élection est néanmoins repoussée, officiellement pour des retards dans les préparatifs. Le 26 janvier 2006, après 3 ans d'exil en France, Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire pour mener campagne en vue du scrutin présidentiel à venir. Le 4 avril 2007, conformément à l'accord de Ouagadougou, qui vise à ramener la paix et à réunifier le pays, le chef des forces nouvelles, Guillaume Soro, est nommé Premier ministre. Après avoir été repoussé à 6 reprises par Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle a finalement lieu à la fin de l'année 2010. Au premier tour, Alassane Ouattara obtient 32,1% des voix, arrivant derrière le président sortant, Laurent Gbagbo, qui rassemble 38% des suffrages. Entre les 2 tours, Alassane Ouattara obtient le soutien d'Henri Konan Bédié, arrivé 3e avec 25,2%. Alassane Ouattara est investi, 3 jours plus tard, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, alliance des 4 principaux partis d'opposition. À l'issue du second tour, les résultats de la commission électorale indépendante, qui n'est cependant pas habilitée à prononcer les chiffres définitifs, donne Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Cependant, le Conseil constitutionnel, composé presque exclusivement de partisans de Laurent Gbagbo, proclame le président sortant réélu avec 51,5% des suffrages, après avoir invalidé les résultats dans 7 départements du Nord, soit 13% des votants, sous prétexte de fraude. La quasi-totalité de la communauté internationale appelle dès lors Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir.
Alors que Laurent Gbagbo prête serment devant le Conseil constitutionnel le 4 décembre 2010, Alassane Ouattara fait de même le jour même par courrier. Ce dernier reconduit Guillaume Soro à la tête du gouvernement tandis que Laurent Gbagbo choisit Gilbert-Marie Ngbo-Aké. Reclus à l'hôtel du Golfe, Alassane Ouattara refuse dans un premier temps le recours à la force pour faire quitter le pouvoir au président sortant, obtenant le soutien de nombreux États étrangers et d'instances économiques et financières. Il assèche les finances de l'État ivoirien, notamment les zones encore contrôlées par son adversaire. Début mars 2011, la tension gagne l'ouest du pays. Le 28 mars, une vaste offensive des forces pro-Ouattara, rebaptisée Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, est lancée. Les FRCI entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance, l'armée régulière et la gendarmerie se rangeant aux côtés d'Alassane Ouattara. Le 11 avril, Laurent Gbagbo est finalement arrêté dans la résidence présidentielle, avec son épouse, Simone. Dans une décision en date du 4 mai 2011, le Conseil constitutionnel ivoirien proclame M. Alassane Ouattara président de la République et prend acte des décisions prises par celui-ci. 2 jours plus tard, le 6 mai, il prête serment au palais présidentiel d'Abidjan, en présence notamment des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables militaires, des chefs de partis politiques. Sa cérémonie d'investiture se déroule en présence de chefs d'État étrangers le 21 mai à Yamoussoukro. Le 4e gouvernement Guillaume Soro est formé le 1er juin 2011. Il comprend 36 ministres, dont 14 membres du RDR, 8 membres du PDCI et 5 représentants des forces nouvelles, les autres ministres étant issus de la société civile et de petits partis. Le FPI, dont le comité central souhaitait notamment la libération de Laurent Gbagbo, ne participe pas à ce gouvernement. Le 9 août suivant, le président Ouattara demande au ministre de signer une charte d'éthique pour lutter contre la corruption et le népotisme. À l'issue des élections législatives de décembre 2011, boycottées par le Front populaire, le RDR obtient la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. À son arrivée à la présidence, Alassane Ouattara affiche sa volonté de rétablir la sécurité et réconcilier les Ivoiriens, divisés par plusieurs mois d'une crise ayant provoqué quelques 3000 morts. Le jour même de l'arrestation de Laurent Gbagbo, il prononce une allocution dans laquelle il annonce sa volonté de créer une commission vérité et réconciliation qui fera la lumière sur tous les massacres, crimes et autres violations des droits de l'homme, et appelle à s'abstenir de tout acte de représailles et de violence. 2 jours plus tard, il affirme avoir pris contact avec le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, pour engager des investigations sur les massacres commis. Le 20 juillet 2011, Alassane Ouattara signe un décret créant une commission nationale d'enquête, commission dialogue, vérité et réconciliation, sur les violences post-électorales de 2010 à 2011. Cette commission, qui disposera de 6 mois pour transmettre ses conclusions et recommandations, doit mener des enquêtes non judiciaires pour aider à comprendre comment et pourquoi des violations aussi graves et massives des droits de l'homme ont pu être commises. Présidée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, la commission d'enquête devra travailler en parfaite synergie avec toutes les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Mais rapidement, la commission piétine et souffre d'un déficit de consultation des citoyens dans la prise des décisions. Elle déplore une société profondément divisée, et se révèle impuissante par rapport aux violences armées qui interviennent encore régulièrement en Côte d'Ivoire. Le site d'actualité français Mediapart cite des sources diplomatiques selon lesquelles, sous sa présidence, la justice serait manipulée de façon à neutraliser ses adversaires politiques. La commission électorale indépendante fait l'objet de critiques. En 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples considère que celle-ci n'est ni impartiale, ni indépendante au sens de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans un rapport confidentiel rendu public par la presse, des ambassadeurs européens évoquent des autorités qui se montrent hermétiques aux critiques internes ou externes, et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper, et un pouvoir trop faible politiquement pour accepter le jeu démocratique. En 2018, Alassane Ouattara annonce une recomposition de la commission électorale indépendante. Le 31 décembre 2015,
Alassane Ouattara gracie 3100 détenus de la crise post-électorale. À la veille de la fête nationale du 7 août 2018, il procède, dans un souci de réconciliation nationale, à l'amnistie de 800 personnes poursuivies ou condamnées après la crise de 2011, dont Simone Gbagbo et 2 anciens ministres du régime Gbagbo. La majorité de ces détenus étaient jusque-là considérés comme des prisonniers politiques par l'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Les premières décisions prises par le gouvernement, destinées à réformer les forces de sécurité intérieure, ont été la dissolution de plusieurs unités spéciales, compagnies républicaines de sécurité, brigades anti-émeutes et détachements mobiles d'intervention rapide, impliqués dans des violences et crimes lors de la crise ivoirienne de 2010 à 2011 et auparavant. Le centre de commandement des opérations de sécurité, dont les unités étaient assimilées aux escadrons de la mort, est également dissous. Après l'accord de défense signé en janvier 2012 avec la France, Alassane Ouattara fusionne les différentes factions armées et les éléments ralliés de l'ancien régime au sein de l'armée ivoirienne régulière et lance un programme de formation des militaires ivoiriens par des formateurs français, ce qui suscite une polémique sur l'intégration de soldats instables ou ayant commis des crimes ou des pillages dans les précédents conflits. Ceci met fin à une décennie de crise et de division politique du pays entre Nord et Sud. À partir d'août 2012, alors que la sécurité du pays s'était sensiblement améliorée, plusieurs attaques ciblant l'armée ivoirienne et certains groupes de population sont perpétrées, tandis que de nombreuses évasions se produisent. La réforme et la professionnalisation de l'armée prenant du retard, quand bien même il s'agit d'une priorité pour Alassane Ouattara, le ministère des Affaires étrangères français et les Nations Unies demandent plus fermement d'entreprendre des actions concrètes afin d'écarter les éléments perturbateurs dans l'armée et d'accélérer le processus de réconciliation, en panne. En effet, la nouvelle armée ivoirienne est constituée principalement d'hommes issus du nord de la Côte d'Ivoire, tandis que de nombreux gradés de l'ancienne armée du Sud, parfois mieux formés pour gérer des brigades et des unités, ont été mis à l'écart lors de la purge accompagnant la fusion des forces du Nord et du Sud. Pour lutter contre les barrages illégaux et le racket au sein de l'armée et des forces de l'ordre, une unité de lutte contre le racket a été mise en place à la fin de l'année 2011. Cela s'est traduit par la condamnation de policiers et de gendarmes véreux par un tribunal militaire. Le 4 janvier 2016, une loi de programmation militaire est votée par l'Assemblée nationale ivoirienne, dotée d'un budget de plus de 2000 milliards de francs CFA, 3,8 milliards d'euros, d'ici à 2020. Ce programme de réforme s'étend de 2016 à 2020, et vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans les casernes, ainsi qu'à bâtir une armée de métiers plus professionnelle et efficace. L'application de cette loi prévoit entre autres, une réduction des effectifs de l'armée de 4000 hommes d'ici 2020, ainsi que l'instauration d'une prime de départ à la retraite comprise entre 3 et 20 millions de francs CFA. Malgré la formation de nouveaux cadres et le renforcement des effectifs de la police nationale, de la gendarmerie et des FRCI, ceux-ci continuent d'être régulièrement la cible d'attaques armées violentes. Les installations stratégiques sont également visées. En octobre 2012, la centrale thermique d'Azito, située à Abidjan et fournissant la majeure partie de l'électricité du pays, est attaquée par 2 fois, endommageant les machines de la centrale et la poussant à réduire temporairement son activité. Le 17 août 2012, Mamadou Koulibaly estime que près de 100 000 hommes circulent avec des armes et commettent des exactions afin de vivre et subvenir à leurs besoins, sans aucune tendance pro-Gbagbo ou pro-Ouattara. Il remarque également que les miliciens de l'ancien président Laurent Gbagbo et des jeunes patriotes n'ont pas été désarmés et n'ont pas été pris en charge par les services de réintégration de l'État. De l'autre côté, des hommes s'étant battus aux côtés des forces d'Alassane Ouattara sont frustrés de n'avoir finalement rien reçu en échange de leur combat et circulent toujours armés. Cette frustration est partagée par de nombreux Ivoiriens apeurés ou anxieux par rapport à la mauvaise gestion de l'ensemble des forces de l'ordre et le retour d'un climat de forte insécurité dans le pays. Le 6 octobre 2012, un rapport intermédiaire confidentiel de 26 pages, rédigé par 5 experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, met en lumière un complot visant à renverser Alassane Ouattara. Le rapport souligne que ce complot repose sur un réseau de groupes armés situés au Ghana et au Libéria, et sont clairement soutenus politiquement et financièrement par des proches de Laurent Gbagbo et d'anciens dignitaires pro-Gbagbo exilés. De plus,
des connexions ont été établies entre ces pro-Gbagbo exilés et la junte militaire malienne ainsi qu'avec le groupe islamiste Ansar-Dine. Ces deux entités souhaitent compromettre les efforts au Mali effectués par Alassane Ouattara, également président en exercice de la CEDEAO, quitte à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Les violences contre les forces de l'ordre n'ont cessé qu'à partir de novembre 2012. Cependant, le taux de criminalité reste élevé dans les zones urbaines et sur les routes, notamment la nuit. En mai 2017, des militaires se soulèvent et bloquent notamment Bouaké, la deuxième ville du pays. Par cette action, les mutins espèrent contraindre Ouattara à payer le solde des primes qui leur avaient été précédemment promis, paiement qui aurait été remis en question selon une rumeur. En juin, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, annonce que le reliquat de primes sera versé fin juin, ce qui sera le cas. Plusieurs anciens chefs de guerre du Nord, désormais intégrés dans l'armée, se trouvent dans le collimateur de plusieurs organisations des droits de l'homme. Ils sont en effet dénoncés pour des arrestations arbitraires, de mauvais traitements, des actes de racket et des exactions, pendant et après la crise post-électorale. En décembre 2012, des officiers de l'armée ivoirienne dénoncent le manque de discipline et le non-respect de la chaîne de commandement de ces anciens chefs de guerre, tandis que Mamadou Diané, conseiller aux droits de l'homme auprès d'Alassane Ouattara, affirme que les procédures ont été respectées, et réfute ces accusations. À la suite de la publication d'un rapport d'Amnesty International, le 23 octobre 2012, plusieurs de ces chefs de guerre sont démis de leurs fonctions et placés à d'autres postes au sein de l'armée. Cependant, l'armée ivoirienne reste régulièrement accusée d'agir de façon non professionnelle et d'effectuer des règlements de compte. Amnesty International continue de dénoncer les violences commises par l'armée ivoirienne et les chasseurs traditionnels d'Ozo depuis avril 2011, dans un rapport intitulé Loi des vainqueurs et rendu public le 25 février 2013. L'ONG accuse également l'administration Ouattara de tolérer ces représailles et répressions contre les personnes présumées pro-Gbagbo, au nom de la sécurité, et souligne l'existence de détentions arbitraires et de traitements inhumains et dégradants. Enfin, l'ONG appelle à briser le cycle des abus et de l'impunité, indiquant que des soutiens d'Alassane Ouattara sont soupçonnés d'avoir commis aussi de graves crimes pendant la crise ivoirienne de 2010 à 2011, alors qu'aucun d'entre eux n'a été inquiété par la justice ivoirienne, pas plus que les militaires accusés d'avoir commis des exactions après les vagues d'attaques armées de 2012. Cependant, en juillet 2015, 8 militaires pro-Ouattara sont inculpés par la justice ivoirienne. Lors de son arrivée au pouvoir, pour redresser l'économie, 4 400 milliards de francs CFA ont été perdus pendant la crise, la croissance a chuté à 8%, les exportations de cacao ont été stoppées, il propose notamment un plan d'urgence de 45 milliards de francs CFA. À partir de janvier 2012, est lancée la réforme de la filière café-cacao, surnommée réforme Ouattara par les médias, qui représente à ce moment près de 40% des exportations et 10% du PIB du pays. L'objectif est de relancer l'économie agricole en augmentant la production et le rendement des plantations. Le Conseil du café-cacao conduisant la réforme souhaite encourager l'utilisation de semences sélectionnées et de produits phytosanitaires homologués, lutter contre les maladies affectant les plantations telles que le swollen shoot, faciliter l'accessibilité et la disponibilité des engrais et inciter les producteurs à cultiver le cacao plutôt que d'autres plantes. Enfin, une police de contrôle doit être mise en place pour prévenir le non-respect des itinéraires techniques de la récolte cacaoyère affectant la qualité du produit. La réforme se heurte cependant à l'inquiétude et au scepticisme des producteurs, qui font face à une forte concurrence avec le Ghana et sont dépendants du cours du cacao. La réforme permit tout de même d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, et d'alléger sensiblement la dette extérieure de l'État ivoirien. Il annonce en octobre 2020 une augmentation de 21% du prix du cacao payé aux planteurs, en accord avec le Ghana, également grand producteur de cacao. D'autres pans de l'agriculture ivoirienne font aussi l'objet de réformes importantes, conduites par le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafova. Ces réformes visent à accroître la professionnalisation et de la représentativité du secteur, à assainir le mouvement des coopératives agricoles, à créer une interprofession par la filière, et à une refonte de la Chambre d'agriculture. Le gouvernement applique également de façon plus stricte le Code foncier rural pour lutter contre les conflits fonciers,
cause de nombreux affrontements mortels dans les campagnes. L'ensemble doit permettre de renforcer le cadre institutionnel, maîtriser les coûts et encourager l'investissement agricole. L'État investit 1000 milliards de francs CFA répartis sur 5 ans pour moderniser l'outil de production et relancer le secteur. En 2013, de nouveaux plans, tels que le PRICI, sont mis en œuvre pour poursuivre la réhabilitation de l'ensemble des infrastructures publiques à travers le pays, et de renforcer sensiblement le secteur agricole dans le but d'augmenter le revenu des paysans et de stimuler la croissance intérieure du pays. L'objectif à l'horizon 2015 est de restaurer une classe moyenne ivoirienne affaiblie par les précédents troubles politiques, et de réduire le taux de pauvreté, de plus de 50% aujourd'hui à 25% de la population. Selon Mediapart, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté entre 2011 et 2016. Le taux de pauvreté est cependant passé de 51% en 2011 à 46% en 2015 puis à 37,2% en 2018. Le revenu national brut par habitant a augmenté de 36% sur la même période. Les infrastructures, telles que les routes et la majorité des bâtiments publics, n'étaient plus entretenues depuis la fin des années 1990 et apparaissent, au début du mandat d'Alassane Ouattara, souvent sérieusement dégradées, voire insalubres. En 2010, 80% du réseau routier a plus de 15 ans et se trouve en très mauvais état. Une de ses promesses électorales étant de faire de la Côte d'Ivoire un pays émerge, il met en œuvre dès la fin de l'année 2011 un programme de développement et de renforcement des infrastructures routières. Ce programme a permis un investissement de 52 milliards de francs CFA en 2012, pour la réfection d'un tiers du réseau routier ivoirien et la construction de nouveaux ponts, et doit permettre des investissements plus importants encore en 2013. Le 19 avril 2012, les universités publiques ivoiriennes sont fermées sur ordre du gouvernement, en raison de leur état de délabrement très avancé et de leur insalubrité. Le ministre de l'Enseignement supérieur Cissé Bakongo, avec le gouvernement ivoirien, investit 110 milliards de francs CFA, 152 millions d'euros, pour réhabiliter les universités. Les villages précaires, qui avaient grandi dans l'enceinte de certains campus, ont été rasés, tandis que les installations ont été entièrement remises à neuf, permettant par la même occasion d'augmenter les capacités d'accueil des universités. Les universités ont officiellement rouvert le 3 septembre 2012 lors de cérémonies officielles, après avoir été renommées des noms de personnalités ivoiriennes, dont celui du président en exercice. Depuis le premier semestre 2012, le gouvernement et le nouveau comité national de surveillance, présidé par Dominique Ouattara, ont intensifié la lutte contre la traite et le travail des enfants. La création de nouvelles structures et l'application de mesures concrètes, particulièrement dans la cacao-culture où le phénomène sévit, ont permis à la Côte d'Ivoire de remonter à la catégorie 2 dans le classement sur la traite des enfants établi par le département d'État américain et évite au pays d'être éligible au blocage d'aide financière ou humanitaire. Le rapport établit en revanche que des efforts sont encore à fournir afin d'accroître la traque et la répression des délits de travail forcé des enfants et des réseaux d'exploitation de femmes et d'hommes.